Bonjour, aujourd'hui on va parler de Covid-19 et sa relation avec l'ivermectine. L'ivermectine, il a eu plusieurs études, donc surtout au niveau en Inde, en Europe et même donc en Amérique. Et donc aujourd'hui on va parler de cette relation. On va commencer par l'ivermectine. L'ivermectine c'est un antiélémentique, veut dire c'est un traitement qui va être utilisé contre les vers, contre les éléments. Donc pourquoi il est appelé ivermectine? Parce que il est formé par ce qu'on appelle la vermectine, et ce dernier il va venir à partir de la fermentation des actinovégétales. Donc ce ivermectine a été découvert en Japon, donc, et celui qui a découvert ce médicament, donc il a eu un prix Nobel, et par suite on va voir pourquoi il a eu ce prix Nobel, à cause, parce qu'il y a une grande importance de ce médicament. Donc, pour le mode d'action de l'ivermectine, donc là, ce sont les cellules neurologiques des éléments. Donc, l'ivermectine, il va travailler sur ce qu'on appelle glutamate gated chloride channels, veut dire des canaux, donc ils ont des récepteurs pour la fixation du glutamate. Et donc, ce ivermectine, il va s'allumer avec la place du glutamate, il va se fixer, il va ouvrir, il va faciliter l'entrée de chlore. Quand on voit l'entrée de chlore, on va voir une hyperpolarisation au niveau des neurones. Veut dire les cellules, ils ont beaucoup plus de charge négative à l'intérieur. Veut dire donc, on va pas voir facilement des potentiels d'action. Et quand ces cellules neurologiques sont en hyperpolarisation, donc ils ne vont pas travailler. Et donc l'innervation des muscles respiratoires et le système nerveux central, le système nerveux de ces éléments, ils ne vont pas fonctionner. Et donc les éléments sont paralysés. C'est pour cela donc on va utiliser l'ivermectine. Les indications, donc il est utilisé lors de l'infection par larva migrant. Donc ce sont des vers, donc ils vont migrer sous la peau, ils vont donner des trajets serpigineux sous la peau. En plus de ça, il est utilisé pour le traitement de la cécité des rivières. Et donc c'est pour cette maladie qu'il y a eu le prix Nobel. Parce que la cécité des rivières, ou ce qu'on appelle l'onchocercose, c'est la deuxième cause de cécité d'origine infectieuse après le trachome. Donc, ces vers-là, ils vont être transmis par des insectes qu'on appelle les cellulus. Et ces cellulus, donc, ils vivent tout autour des rivières, et c'est pour cela qu'elle est appelée des rivières. Et donc, ils vont transmettre ces vers-là vers l'eau. Et à partir de l'homme, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se disséminer, mais ils ont une zone de prédilection, ce qu'on appelle la cornée. Donc ils vont aller au niveau de la cornée, ils vont provoquer une réponse immunitaire, et celle-ci, elle va provoquer une kératite, et cette kératite, elle est punctiforme. Parfois, elle peut aller à la chronicité, et elle va donner donc une kératite sclérosante qui va donner un aspect opaque à la cornée, et donc le patient il va avoir une cécité. Et donc nous, on utilise l'ivermectine pour cette maladie, et qui fait partie des maladies tropicales négligées, là où les gens vont vivre à la périphérie. Et donc, mais il faut faire attention, parce que quand on va utiliser l'ivermectine pour la cécité des rivières, après la destruction de ces vers-là, on va voir une réaction, ce qu'on appelle la réaction de Masotti, veut dire les particules de ces éléments qui vont provoquer une hypersensibilité, qui peut provoquer même une hypotension et même des manifestations qui sont graves. C'est pour cela, donc après une semaine de l'utilisation de l'ivermectine chez celui-là, on va donner donc les antihistaminiques pour éviter donc ces signaux-là. En plus de ça, l'ivermectine, elle est connue pour l'utilisation, bien sûr, de la gale. Et puis, elle est utilisée dans ce qu'on appelle la filariose. Donc, la filariose, donc encore, ce sont donc des vers. Et donc, ces vers-là, ils provoquent ce qu'on appelle l'éléphantiasis. C'est quoi cette éléphantiasis? C'est que ces vers-là, ils vont se diriger donc vers le système lymphatique. Ils vont détruire le système lymphatique. Et quand le système lymphatique est détruit, le drainage il va être altéré. Les liquides vont s'accumuler au niveau de la périphérie, qui va donner un aspect d'un éléphant. C'est pourquoi elle dit éléphantiasis. Donc c'est la filariose lymphatique. Donc elle est utilisée même lors de cette pathologie.
Maintenant, on arrive à la relation entre ivermectine et COVID-19. Donc là, on a cette cellule volumineuse, donc, qui peut être un pneumocyte de type 2, comme j'ai expliqué dans la vidéo de COVID-19 et sa physiopathologie. Donc, il faut savoir que le Covid, quand il va entrer à l'intérieur de la cellule, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va produire des protéines virales. Et ces protéines virales, ils vont utiliser des protéines qu'on fabrique nous. Donc ce sont les sous-unités alpha et bêta. Ils vont porter ces protéines virales. Ils vont entrer par des pores au niveau du noyau. Ils vont arriver au niveau du génome. Ils sont très intelligents. Ils vont altérer le gène qui fabrique quoi? Qui fabrique l'interféron. Pourquoi? Parce que le virus C, quand il va altérer la libération de l'interféron, donc les autres cellules, ils ne vont pas être en état d'alerte. Ils ne sont pas prêts d'attaquer le virus. Donc ils sont déprimés. Et donc il va toucher les autres virus les autres cellules d'une façon très facile. Et donc l'ivermectine, le fameux ivermectine, donc il va se fixer sur nos protéines, donc les sous-unités alpha et bêta, il va empêcher la fixation de COVID-19. Donc ça, ce mécanisme d'action, c'est pour un but prophylactique, bien sûr, pour éviter l'atteinte des autres cellules de notre corps. Deuxième donc, effet ou mécanisme d'action de l'ivermectine, c'est que le COVID-19, donc, il peut stimuler ce qu'on appelle TLR4, donc Toll-like receptor 4, et donc il peut stimuler ce TLR. En plus de ça, ce TLR4, c'est lui qui est stimulé par les lipopolysaccharides des bactéries de Gram négatives. En plus de ça, ce TLR4, il peut être stimulé par ce qu'on appelle le HMGB1, donc High Mobility Group Box 1. C'est quoi ça? Donc ça, il va venir, c'est que le Covid, quand il va altérer le pneumocyte, il va tuer les pneumocytes de type 1 et de type 2, il va libérer ces HMGB1. Et donc, ces molécules-là, ils vont stimuler le TLR4. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand celui-là il est stimulé, il va stimuler le facteur nucléaire kappa-bêta. Donc, c'est un facteur qui fait quoi? Il va entrer au niveau du noyau et il va il va ouvrir la porte des gènes qui produisent les cytokines. Et quand on va produire les cytokines, on va arriver à la tempête des cytokines. Et donc, en plus de ça, il va libérer le monoxyde d'azote. Le monoxyde d'azote, qu'est-ce qu'il fait? Le monoxyde d'azote fait la vasodilatation, il va favoriser le choc septique de COVID-19. Et donc, l'ivermectine, qu'est-ce qu'il va faire? Il va empêcher, donc il va inhiber ce NF-kappa-bêta et donc il va empêcher l'activité de ce NF-kappa-bêta au niveau du noyau pour qu'on ne va pas produire les cytokines et le monoxyde d'azote. Là, c'est pour un but quand on est en phase d'inflammation, donc ce n'est pas pour un but prophylactique. En plus de ça, le COVID-19, on sait quand il va aller pour infecter les pneumocytes de type 2, il utilise le récepteur ACE2, enzyme de conversion 2, donc j'ai expliqué dans la vidéo de physiopathologie. Et donc, après, quand il va se fixer ici, il va entrer et puis il produit des protéines virales d'une part, d'une autre part, il faut voir la réplication virale, il faut qu'on donne un grand nombre de virus et c'est pour cela, donc lui il a un ARN single-stranded positif, veut dire c'est un ARN qui peut être directement, on va travailler sur ce ARN directement par le ribosome et on va commencer à produire des protéines virales. Et puis, pour faire la réplication, il faut avoir l'action de l'ARN polymérase ARN dépendante qui va transformer l'ARN en ARN donc qui est négative et puis on va produire un grand nombre d'ARN. Donc l'ivermectine, où il va travailler en inhibant ce ARN polymérase ARN dépendante d'une part, d'une autre part, il peut empêcher la fixation de COVID sur le ACE2. En plus de ça, il faut savoir qu'il y a des contre-indications de l'utilisation de l'ivermectine. Première contre-indication, c'est la grossesse. Pourquoi? Parce que chez le fœtus, la barrière
cérébrale, elle n'est pas bien développée. Et ce médicament, il est liposoluble, il peut traverser. Et donc, quand il traverse, il va travailler sur qui? Il va travailler sur le récepteur de GABA. Et quand il va travailler sur le récepteur de GABA, donc il va freiner le mouvement, donc il va provoquer une ataxie, il va provoquer des problèmes neurologiques. En plus de ça, on ne va pas l'utiliser chez le sujet, même chez la femme qui allait, donc on ne va pas l'utiliser. En plus de ça, c'est un sujet qui a une méningite, parce que la méningite, elle va altérer la barrière et elle va faciliter l'entrée de l'ivermectine. Donc, parmi les effets secondaires de l'ivermectine, donc il peut donner parfois et rarement, il peut donner une hyperthermie de façon brusque. Il peut donner encore un prurite. Et on peut avoir des adénopathies qui sont inflammatoires. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On utilise de l'aspirine et des antihistaminiques. On l'associe quand on a ces effets-là. En plus de ça, il peut donner comme n'importe quel médicament, des diarrhées et des céphalées. Donc, c'est ça la relation entre Covid-19 et ivermectine. Il faut savoir que le monde il est divisé en deux en matière de l'ivermectine. Donc, on a une moitié du monde qui sont en train d'utiliser l'ivermectine sans aucune preuve. Il n'est pas accepté par l'OMS parce que l'OMS n'a pas accepté l'utilisation de l'ivermectine. Et donc, on n'a que certains pays, par exemple l'Argentine, donc dans le protocole sanitaire contre le Covid-19, il y a l'ivermectine de façon, donc il est utilisé en prophylaxie et même lors de l'état inflammatoire, donc lors de l'SDA. En plus de ça, il faut savoir que même en Inde, il y a beaucoup d'études en Inde donc en matière d'ivermectine. En plus de ça, il faut savoir que sa dose, elle est donc entre 150 et 200 microgrammes par kilo. Donc dans l'ivermectine, on a la voie orale, c'est pour l'être humain, et on a la voie sous-cute, c'est pour les animaux. Donc ils ont de la garde. Et donc, je vous remercie.